Bonjour à tous. Oula, ça y est. Mardi 5 mai pour une petite lecture modifiée. Alors avant, je reviens sur le chat vite fait. Je vous remercie beaucoup pour hier soir. Donc voilà, on a eu des éclaircissements et je remercie de nouveau la maman de Gaston pour les précisions quant à l'organisation interne que j'ignorais. Et voilà quoi. Alors, je vais vous dire ma propre situation quant au retour à l'école pour moi, parce qu'on nous a demandé à nous si on avait une pathologie et quelle était notre situation familiale. Voilà, alors moi j'ai écrit, j'ai pas dit que je voulais pas reprendre. Si on me demande de reprendre dans telles conditions, moi je reprends. C'est pas. Voilà. Mais j'ai indiqué, alors je vous le dis, hein, ce ne sera pas une surprise, je ne sais pas ce que va décider ma chef, en l'occurrence. Alors, ma chef, d'abord, je tiens à dire qu'en qui j'ai toute confiance. Voilà, on a une inspectrice, moi, enfin, bon, elle, elle est arrivée en proposant des choses. Moi, je trouve, voilà, enfin, bon, c'est quelqu'un de très intéressant, et puis en qui j'ai confiance. Alors, vraiment, ça là-dessus, donc je me fierai à son jugement. Moi, je lui ai écrit pour dire ma situation personnelle. Alors, je vous la donne, bon, c'est pas un secret, mais moi, je, moi, je vis tout seul avec mes trois filles, et qui ont la plus petite à 14, 16 et la grande 20. Alors, mes deux grandes ont une pathologie et sont des enfants à risque. Alors, elles sont grandes, on dira, oh, les enfants n'ont rien, etc. Bon, enfin, la grande, c'est une adulte, hein, donc voilà, donc elles vivent avec moi. Et donc j'ai écrit ça, voilà, parce qu'on nous demandait notre situation. Je n'ai pas demandé à être exempté ou quoi que ce soit, hein, et j'ai expliqué ma situation personnelle. Après, on verra bien ce qui va être décidé. Dans tous les cas, hein, vous avez bien compris que si les professeurs, alors les enfants prioritaires d'abord, ensuite, s'il reste de la place, des CM2, des CP et puis des maters, hein, des grandes sections. Et il y aurait donc, on serait en classe 2 jours par semaine et 2 jours à la maison pour continuer à faire cours. Voilà. Alors moi, si je suis dans le dispositif, on verra un petit peu comment je m'organise parce que, et pour moi, cette organisation alors fait que je risque d'avoir dans ma classe des élèves qui sont d'autres niveaux. Alors, ça ne me gêne pas en soi puisque à l'étude, ça fonctionne déjà comme ça. Donc à la limite, c'est plus pensé comme une étude finalement, ce qu'on va faire à l'école. Mais je veux dire, ce ne sera pas du tout le travail que j'envisage avec la classe, quoi. Ça c'est clair, hein. C'est sûr. Et en même temps, si on est à l'école, on ne pourra pas non plus être en train de s'occuper directement des élèves, donc il n'y aura que 2 jours par semaine. Inversement, si jamais moi, on ne m'autorise pas, on considère que je n'ai pas à rentrer en classe à partir du 18, donc 18 mai, eh bien, dans ce cas, je continuerai à faire ce que je fais ici et les vidéos à distance pour suivre et récupérer les cahiers de temps en temps avec les barrières de sécurité qui conviennent. Moi, j'estime que les récupérations de cahiers sont faites, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de risque. Bon, voilà quoi. Donc, voilà, je vous dis hein, ma situation personnelle, parce que faut que vous le sachiez, hein, c'est pas une vue de philosophique, etc. Mais voilà, j'ai dit, on nous a demandé, on a demandé au personnel de l'éducation nationale d'expliquer s'ils étaient eux, s'ils avaient des pathologies particulières, c'est pas mon cas, mais s'ils avaient aussi certaines choses. Voilà, donc je vous dis, je vous cache pas, hein, je vous dis les choses telles que moi je les ai signifiées à ma hiérarchie. Alors on verra bien. Je ne sais pas du tout ce qu'on va me répondre. Voilà, mais je vous le dirai quand je le saurai, hein, comme toujours. Voilà. Alors on commence par une petite lecture. Et on fera directement la correction dans la foulée, hein. Je ne ferai pas de vidéo de correction pour cette lecture. Alors, donc j'ai mis page 210, il s'agit de la voile. Alors vous avez une jolie frise, j'aime bien. Oh zut, il y a les... Attention, je ne monte pas tout de suite, il y a les mots que je me suis entouré. Mais il y a une frise chronologique très jolie, de gauche à droite, sur l'évolution un petit peu des bateaux. J'aime bien celle-là. Voilà. Alors, je vais lire assez vite. 4 choses modifiées. Alors l'autre jour, je vous remercie parce que j'ai pas fait exprès, hein, mais il y en avait une 5e. Je n'ai pas du tout fait exprès, ça m'arrive de fourcher aussi à la lecture. J'essaie de m'appliquer, hein. Mais voilà, alors je vais lire un petit peu vite.
Et il y a 4 modifications. À vous de les relever, puis après il y aura 2 petites questions. La question numéro 3 et la question numéro 6, de haut en bas. Allez, c'est parti, la voile. Égyptiens, Phéniciens, Grecs et Vikings sont les premiers à utiliser la voile pour transformer la force du vent en moyen de locomotion sur l'eau. La voile moderne est l'héritière directe de cette tradition très ancienne. Voguer avec le vent. Né pour les besoins du commerce, l'art de la voile se développe peu à peu avec l'amélioration des bateaux, des techniques et des matériaux. Au Moyen Âge, la construction de coques plus élaborées conduit à réaliser de véritables voiliers. La découverte de l'Amérique, en 1492, intensifie encore les échanges commerciaux par voie maritime. Le yachting sportif naît aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Les Néerlandais se livrent à des courses sur des voiliers légers appelés yachts. En néerlandais, yacht signifie pourchasser. En 1660, les Pays-Bas offrent un yacht au roi Charles III d'Angleterre. Des constructeurs anglais en font une copie pour son frère le duc d'York. En 1664, Charles II organise avec son frère la première régate de l'histoire dans l'estuaire de la Tamise. La voile comme sport naît officiellement en Angleterre, pays qui cultive l'art du bateau et des régates avec une grande passion. En 1851, à l'occasion de l'exposition universelle, le premier club de voile américain envoie la Joëlette America en Angleterre participer à la Coupe de la Reine, la prestigieuse régate autour de l'île de Wight, dont le prix est une coupe en argent. America bat les 14 yachts anglais et remporte la coupe, qui depuis porte son nom. C'est le plus vieux trophée sportif du monde. La voile olympique. La voile sportive entre aux Jeux olympiques en 1900 à Paris. Il existe 3 catégories de bateaux, les quillards, les dériveurs et les multicoques. Les compétitions se font sur un parcours triangulaire. Le bateau remonte d'abord de la bouée de départ à la bouée d'arrivée, c'est le premier bord. Il navigue face au vent, au près. Le deuxième bord se fait entre la bouée d'arrivée et la bouée de large. Le bateau a le vent sur le côté droit. Le troisième bord se fait entre la bouée de largue et la bouée de départ. Le bateau a le vent sur le côté gauche. L'épreuve se poursuit par une remontée et une descente directe entre les bouées de départ et d'arrivée. Puis le bateau effectue un nouveau tour complet des 3 bouées. Enfin, c'est l'ultime remontée vers la ligne d'arrivée. Les courses transatlantiques. Les plus grandes courses transatlantiques sont la Transat anglaise en solitaire, qui relie Plymouth à Newport, 5740 km, la route du Rhum en solitaire, qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, 7456 km, la Transat en double à 2 équipiers qui relie Lorient à Lorient en passant par les Bermudes, 10 740 km. Sur la route nord, le vent souffle de l'Amérique vers l'Europe. Les navigateurs bénéficient donc de vents violents. C'est dans ce sens que sont établis les records de vitesse. Dans les courses organisées de l'Europe vers l'Amérique, les navigateurs font face à des vents contraires et mettent plus de temps. Pendant longtemps, seuls les monocoques participent aux courses transatlantiques. Les progrès techniques récents ont donné plus de souplesse aux multicoques qui, depuis, dominent ce type de course. Les tours du monde à la voile. 3 courses autour du monde sont aujourd'hui organisées. 2 avec escale, la Whitbread en équipage et le Bog Challenge en solitaire, une sans escale, le Vendée Globe en solitaire. Dans l'hémisphère sud, les navigateurs franchissent la plus grande surface d'eau de la planète sans terre qui puisse faire obstacle au vent. C'est dans cette zone que les vents sont les plus violents et les risques d'accident les plus grands. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas trop fourché, j'espère. Donc, vous avez relevé les 4 petites choses. Je vous pose les 2 questions. Quel nom portait... Alors, il y a des petites choses quand même, il faudrait préciser. La Tamise, d'abord, on parle. La Tamise, c'est le fleuve qui passe par Londres, la capitale londonienne. C'est l'équivalent de la Seine, finalement, qui passe à Paris. Et à Londres, il y a la Tamise, je crois qu'on dit Thames, T-H-A-M-E-S. On a fait une petite traduction à la française. Comme Londres se dit London en anglais, nous on a fait Londres, un petit peu, voilà, un mot à la française. Voilà. Ça se faisait. Maintenant on dit le nom tel quel, mais à l'époque ça se faisait. Donc la Tamise, fleuve qui passe par la capitale londonienne, par la capitale de Grande-Bretagne. Voilà, alors. Ok, alors question 3. Quel nom portait à l'origine la Coupe de l'América? Voilà. Comme ça, vous trouverez ça dans la page de gauche. Question 6. Comment s'appelle la course autour du monde en solitaire et sans escale? Voilà, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause.
Voilà, ben on corrige. Alors, les 4 petites modifications. Je m'étais mis que je lirais Charles VI, et en fait j'ai lu Charles III, mais c'est pas grave, il y avait quand même une modification. Je m'étais mis un petit truc, et au moment où je suis arrivé sur la lecture, j'ai pas réussi à... Donc mon cerveau a enchaîné direct avec Charles III, je m'étais mis Charles VI. Bref, enfin bon. Donc, première chose, Charles VI. Enfin non, j'ai dit Charles III à la place de Charles II. D'accord? Bon, petite chose. Ensuite, j'ai mis en bas la Joëlette au lieu de la goélette. Alors la Joëlette, c'est autre chose. Hein. La Joëlette, c'est dans les crosses, souvent dans les courses à pied, le semi-marathon, on voit parfois des Joëlettes. C'est-à-dire des personnes qui courent avec des... Comment dire? Ce sont des fauteuils roulants améliorés pour permettre à des personnes en situation de handicap de participer aussi à la course. Donc voilà, il y a une Joëlette, et puis il y a des personnes donc, qui poussent la Joëlette. Ils sont à plusieurs en général, c'est pour des associations, c'est très sympa. Moi j'en vois toujours dans les courses, dans les crosses, dans les semi-marathons, enfin, semi-marathon, c'est longtemps que j'en ai pas fait, mais dans le semi-marathon d'Antony, il y en a chaque année, il y a une Joëlette. Voilà. Donc j'ai lu Joëlette au lieu de goélette. Goélette c'est un bateau, hein, bien sûr. Joëlette sur l'eau, non, ça ne fonctionne pas. Enfin, à ma connaissance. Ensuite, il y avait la bouée de largue, et j'ai lu large ici. Et puis il y avait largue un petit peu plus loin. Large qui sont assez synonymes finalement, quoi, dans ce sens-là. Bon. Et puis la dernière, c'était, j'ai mis les progrès techniques ici, récents, ont donné plus de souplesse alors que c'était robustesse. Voilà. Petit jeu de sonorité. Écoutez, j'espère que si vous avez attrapé les 4 à la première lecture, je vous félicite. Et si vous les avez attrapés en plusieurs lectures, c'est très bien aussi, hein, il n'y a pas de problème. J'ai lu vite, exprès, j'ai fait des modifications assez fines, c'était peut-être moins facile à attraper. On passe aux questions. Alors, quel nom portait à l'origine la Coupe de l'América? Donc, c'était la Coupe de la Reine, hein, et où le bateau américain a battu tous les bateaux anglais. Bon, voilà. Et donc, du coup, cette coupe est devenue, a pris le nom du bateau vainqueur de la première édition Coupe de l'América, qui est célèbre. Hein. Chaque année, alors, les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais se disputent cette compétition qui est la plus prestigieuse à la voile. C'est vraiment... c'est très beau à voir quand c'est retransmis. Je crois que ça a lieu, je me demande si ça n'a pas lieu tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit tous les ans. Et la manière dont les équipages savent ce qu'ils ont à faire, c'est une façon de voir une chorégraphie, c'est absolument incroyable. C'est réglé au millimètre. Il y a des moments où on voit les équipiers donc, qui sont juste assis pour faire contrepoids. Alors c'est des gros bateaux. Hein. Ils ne bougent pas du tout. Et à un moment donné, au moment où le virer de bord, de tourner, alors là tout le monde s'agite, c'est absolument incroyable. Et puis hop, ça redevient très calme. Hop, il y a le barreur. Il y a son... Voilà, je ne connais pas les noms exactement. Et puis il y a un autre monsieur à côté qui mesure la voile adverse, c'est-à-dire qu'il a un mesureur à distance, qui regarde à combien de distance ils sont. Et puis voilà, il y a des moments de calme et des moments de grosse agitation sur le bateau où les gens savent, ils font les choses de manière extrêmement précise. C'est magnifique, ils sont quoi, une quinzaine sur le bateau. Voilà, si vous avez l'occasion de voir un jour, moi j'ai trouvé ça très chouette. Voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah si, question 6. Comment s'appelle la course autour du monde en solitaire et sans escale? C'est le Vendée Globe. Donc il parle de Vendée. Hein. Donc si ça ne part pas des Sables d'Olonne, cette course, je ne suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc, ouais, un tour autour du monde en solitaire et sans escale. Donc c'est vraiment une performance, ça aussi. Voilà, et écoutez, c'est tout pour la lecture. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la grammaire et les mathématiques, les conversions. Voilà. Et puis à ce soir pour les corrections.